Bien, Shahrazad Rachel vient donc d'Israël. Elle est venue spécialement au Festival du Livre et nous présenter donc son ouvrage. C'est le premier ouvrage, je crois. C'est votre premier livre? Oui. Bien. Alors, en général, on commence toujours par présenter l'auteur. Et donc, le nom déjà, Shahrazad Rachel. Donc, je connais bien Rachel, c'est son prénom, mais d'où vient ce prénom? C'est un nom que c'est un nom d'art, un pseudonyme, on peut dire, mais un nom que j'ai reçu pour un kabbaliste. En rapport avec ses recherches entre génétique et Kabbale, je vais demander donc à Rachel, je vais l'appeler directement par son prénom, c'est plus facile pour moi. Rachel, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette recherche? Mais ma recherche, elle est commencée par des études des Kabbales depuis des années. De plus en plus, j'ai avancé dans ces études. J'ai regardé qu'il y avait quand même un rapprochement de ce que disent tous les scientifiques aujourd'hui. Et de plus en plus, j'ai trouvé des correspondances. Alors ça m'a poussé aussi à approfondir l'étude dans des domaines scientifiques, comme par exemple ici la génétique. Et j'ai étudié des années, j'ai fait une étude en fait comparée, on peut dire. Et dans cette étude, de plus en plus, je faisais des découvertes incroyables. Peut-être on va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais c'est quelque chose que en fait, je n'ai pas cherché au départ. C'est venu tout seul. Alors, en fait, quel rapport entre l'ADN et la Torah, si on peut dire? Quel rapport? Et aujourd'hui, les scientifiques, l'épigénétique surtout, nous dit, on a démontré que chaque homme est le résultat d'un patrimoine, un héritage génétique qu'il reçoit par ses ancêtres et aussi par un héritage culturel. C'est-à-dire chacun de nous est le résultat de ce type d'héritage. Donc, par exemple, pour les juifs, on peut dire qu'il y a un héritage génétique et un héritage culturel, c'est la Torah. Même si on ne peut pas parler de race juive, parce que je ne sais pas si vous êtes bien au courant de ça, mais il y a une composante bien sûr génétique dans le fait d'être juif, parce qu'il est juif tout homme qui est d'une mère juive. Mais on ne peut pas parler par exemple de race juive, parce que, jadis on a vu les résultats avec le nazisme, on ne peut pas parler de race juive parce que par exemple, quelqu'un qui est d'une mère juive, d'un père pas juif, il est juif. Mais quelqu'un qui est né d'une mère non juive, d'un père juif, il n'est pas juif. Malgré qu'en le premier cas, 50% de son ADN, on peut dire, il est juif. Parce que, et en plus, n'importe qui, quelle personne, elle peut décider d'être juif, c'est-à-dire de se convertir, d'observer les mitzvot, d'entrer dans le peuple d'Israël. Donc on ne peut pas parler de race. Malgré tout, quand même, il y a cette composante. C'est-à-dire l'ADN, c'est comme une bande magnétique où sont enregistrées toutes les expériences de nos ancêtres quand même. Et de l'autre côté, on a la Torah, qui est ce héritage culturel, l'environnement, on dit, environnement. Mais l'environnement, par exemple, c'est aussi un environnement sonore, c'est-à-dire chaque peuple a sa langue. Toute la culture, comment se communique la culture? Par le langage. Le langage, c'est des sons, c'est des fréquences. Alors voilà, pour le peuple juif, l'ambiance, l'environnement sonore, c'est la langue hébraïque, ça passe par la Torah. Et comme aujourd'hui, ils ont bien montré, on va voir dans le séminaire toutes les découvertes scientifiques par rapport à cela, le son, il y a une puissance pour influencer la matière et aussi sur notre patrimoine génétique. Et tout cela, on va dans la Kabbale, c'est la Kabbale qui c'est un peu le côté mystique du judaïsme, l'explication secrète, ésotérique de la Torah. C'est une mystique du langage, c'est-à-dire tout ce qui existe, c'était créé par Dieu, par des sons archétypes de cette langue sacrée. Voilà, c'est un peu le lien entre... Vous avez dit beaucoup de choses, donc je reprends. Il ne s'agit pas de race. La Trevée, si vous regardez le peuple juif, il est composé de toutes les races. On dit le Shivim Panim,
la Torah, 70 phases de la Torah, mais on peut parler aussi des 70 façons d'être juif. Vous trouverez des personnes de couleur, vous trouvez des jaunes, vous trouvez des chinois. Donc on peut déjà parler déjà d'une vision universelle du judaïsme. Ensuite, cette langue spéciale qui est la langue sacrée, la langue de la création. Donc ce qu'on apprend maintenant, c'est que le monde a été créé par la parole, et cette parole, ce sont des lettres aussi qui composent des lettres. Donc on va trouver logiquement dans la constitution du monde des références avec les lettres, et non notamment avec l'ADN. Alors au niveau de la Kabbale, je connais un petit peu, j'ai quand même pas mal étudié là-dessus. Au niveau scientifique et surtout génétique, je connais beaucoup moins. C'est vrai que quand j'ai lu ce livre, j'étais stupéfait par les découvertes kabbalistiques, je dirais, de Raphaël. J'ai appris des choses nouvelles, on apprend toujours, hein, donc on peut parler de ces découvertes kabbalistiques, mais avant de parler de ces découvertes kabbalistiques, j'aimerais savoir au niveau du rapport avec la science, parce que c'est des questions qu'on me pose. Vous êtes une scientifique, Raphaël? Alors, moi, je n'ai pas une formation scientifique, c'est-à-dire je n'ai pas un doctorat en biologie, en biotechnologie, pas du tout. Ma recherche de 15 années, ça c'est un fruit de 15 années d'études, c'était surtout kabbalistique. Quand j'ai dans ce chemin, de plus en plus, j'ai commencé à faire des études scientifiques parce que j'avais un manque à combler. Je voyais qu'il y avait ces correspondances, donc j'avais besoin des instruments. Et j'étudiais beaucoup, je me suis tout le temps confrontée avec des scientifiques. Quand même, je n'ai pas fait tout ce travail tout seul. J'ai étudié, j'ai fait mes découvertes, mais je me suis toujours confrontée avec des scientifiques. D'ailleurs, dans le livre, il y a un chapitre écrit par le docteur Valeria Montes, il a écrit un petit chapitre, ici, vous allez voir. Et voilà, donc les gens, des fois, ils me demandent, mais à quel titre vous parlez de la science? Voilà, je n'ai pas de titre, mais j'ai étudié beaucoup, voilà. Donc, vous étiez en Italie, je crois, pour ces premières recherches, entouré par un peu partout. J'étais en France aussi, j'étais en Italie, j'étais en Israël. D'accord. Ce livre, le premier livre, a été écrit en Italie, je crois. La première fois que vous avez parlé non, de c'était publié déjà 2 fois en Italie, ça vient de sortir la 3e édition en italien. Maintenant, ça c'est la première édition française, mais elle est presque épuisée, donc j'espère bientôt on aura une nouvelle édition de ce livre. Et puis on a un projet de faire une édition anglophone, en anglais. Avant de rentrer un petit peu dans le cœur du sujet de ce livre, qui est très très bien présenté, vous allez voir, par rapport à la Kabbale, en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors, je lis le titre ADN juif, et lorsque je commence à lire le texte, on va trouver un rapport avec l'ADN, mais avec Adam, l'homme. Or, l'homme, quand je parle d'Adam Arishon, donc l'homme premier, l'homme universel, le prototype de l'humain, il n'est pas juif. Donc en quoi ce livre peut concerner les non-juifs si on ne parle que d'ADN juif? Alors, avant tout, je veux dire seulement quelque chose. Par rapport au titre, il est un peu provocatoire. En fait, ça fait un peu scandale. Beaucoup de gens, ça réveille beaucoup de préjugés. J'ai reçu quelquefois des emails antisémites très fâchés parce que dès qu'ils ont lu seulement ce titre, ils croyaient que c'était un livre raciste. Bon, pas du tout. Le titre est provocatoire, mais en fait c'est ADN juif. On n'a pas un ADN différent des autres êtres humains. L'ADN juif, comme je vous ai dit, c'est la Torah. Alors c'est un ADN collectif, spirituel du peuple d'Israël, qui fait partie de la culture, on peut dire. Mais il y a plus que ça. Alors, quel rapport aussi ce livre avec les non-juifs? Alors, le rapport c'est le langage, c'est dire. Ce qui fait la différence entre l'homme et toutes les autres créatures, c'est la parole, la capacité de parler. Ça fait la différence fondamentale. Même les scientifiques n'avaient pas expliqué ce mystère par rapport à l'étude qu'ils font en neurologie au cerveau, ce mystère du langage humain. Et ça, pour notre tradition, c'est ça qui le rend semblable à Dieu, parce que Dieu, il a tout créé par sa parole. Aujourd'hui, les scientifiques, quand même, démontrent qu'il a parole, parce que la parole, c'est des sons, c'est des vibrations. Il a en effet un pouvoir sur la matière. Par exemple, dans le séminaire, je montre en vidéo des expériences qui étaient faites, par exemple, sur du sel, une poignée de sel.
avec des différentes fréquences du son, le sel compose des formes géométriques parfaitement harmonieuses, par exemple. Il y a toutes d'autres sortes d'expérimentations scientifiques. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ils ont déjà créé l'ordinateur qu'il est capable de lire vos paroles dans votre tête avant qu'il vous les prononcer. Il détecte les ondes du cerveau, et ça dans toutes les langues. C'est-à-dire la même parole dans plusieurs langues, ça correspond à la même signal électrique dans le cerveau. Donc il y a des ordinateurs déjà capables de lire les paroles dans votre tête avant que vous le prononciez. Alors vous voyez qu'il y a une puissance sur la matière, déjà au niveau de la pensée, et encore plus si je lui donne du son, donc du pouvoir physique, je lui donne encore à la parole. Alors, cela, c'est vrai qu'on parle de 22 lettres de l'alphabet hébreu. Ces 22 sons archétypes, mais en fait, ces sons sont les sons qui sont presque dans toutes les langues humaines. Quelle est la différence? Par exemple, la B, Ch, T, c'est-à-dire les sons, ces éléments bases sont dans toutes les langues. Quelle est la différence? En fait, c'est la combinaison de ces sons qui ça fait la différence. Des mots, c'est une combinaison des éléments bases. C'est comme les atomes. Voilà, un mot, c'est comme une formule chimique, une molécule des sons. Alors ça fait la différence entre toutes les langues. D'ailleurs, on voit aussi dans notre tradition, on parle de la tour de Babel, qui la langue première, c'était la langue hébraïque, et à partir de cette langue, sont formées toutes les autres langues. Parce que les sons de base, ce sont presque les mêmes. Alors donc, si on parle du langage, notre langage, il y a une force. Ce qu'on dit, il y a une force aussi, pas seulement au niveau psychologique, mais au niveau physique, de la matière aussi de notre corps, il y a un effet autour de nous sur les autres. Par exemple, c'est pour cela que nous, les Juifs, nous avons des normes, des règles, une quantité infime, inimaginable des règles pour l'usage du langage. C'est nous strictement interdit de parler mal de quelqu'un d'autre. N'importe quel... Alors, parce que, avec le langage, on peut détruire ou construire des mondes. On peut tuer une personne pour le langage. Je peux faire un petit exemple. J'ai fait une conférence en Italie sous ce thème. À la fin de la conférence, il y avait une femme en pleurant, elle venait me voir, elle m'a dit « Madame, vous m'expliquez le drame de ma vie. » Je dis « Bon, ok. » Elle m'a dit « J'ai compris, toute ma souffrance, c'est les mots qu'il m'a dit ma mère quand j'étais petite. Ces mots que ma mère m'a dit, ils m'ont tuée pour toujours. Je suis morte à l'intérieur depuis ces mots. Ces mots, ce n'étaient pas seulement des mots, c'est des mots qui l'ont détruite. Et dans cette conférence, elle avait pris conscience que le pouvoir, c'était seulement des mots, c'est seulement des paroles. Peut-être la mère était dans, je ne sais pas, elle avait ses problèmes, mais ce n'est pas que ça. Alors, ça, c'est un côté universel. Tous en parlent. Et on communique par les paroles et on transforme le monde autour de nous pour ce qu'on dit. Ce sont des mots votés qui deviennent des mots AUX. En entendant Rachel, je pense à deux choses. D'abord, je pense à une autre science de psychothérapie, parce qu'on parle de mots et des mots, la PNL, programmation neurolinguistique. Et cette PNL, c'est quoi? Elle vient de me dire quoi? Que nous sommes programmés et que les mots, langage, programmation neurolinguistique, langage linguistique, s'inscrivent dans nos neurones. Et il peut y avoir des ancrages négatifs, comme justement ces mots, mais il y a aussi des ancrages positifs, comme la Madeleine de Proust, par exemple. Donc, on a une science ici qu'avec les mots, on peut se transformer, on peut aider, mais on peut aussi, évidemment, comme on vient de l'entendre, on peut, entre guillemets, tuer. Alors, je pense à une autre science qui est plus une science spirituelle du Extrême-Orient, c'est les mantras. Est-ce qu'on pourrait avoir l'idée que la prière, par exemple, et on va parler d'une prière assez particulière tout à l'heure, serait une forme de mantra qui fait qu'en prononçant ces mots, avec une certaine intentionnalité, une certaine kavana, on dit ça en judaïsme, une certaine concentration, on pourrait transformer également des éléments de notre propre personne et
que j'ai pu comprendre, peut-être jusqu'à des déformations de l'ADN. Est-ce que les mots peuvent arriver, puisque c'est inscrit dans l'ADN, est-ce que ces mantras, entre guillemets, puisque ces mots de la prière, peuvent aller jusqu'à justement transformer l'être et transformer l'ADN? Oui. Alors, je veux dire trois choses par rapport à ça. Alors, par rapport à la PNL, alors, aujourd'hui, les neurologues, ils ont bien montré que les paroles, c'est des signes électriques dans le cerveau. C'est des signes. Donc, c'est quelque chose de très concret. C'est pas... On parle des choses spirituelles, mais c'est très concret aussi. Et donc, par les paroles, le langage intérieur, on bâtit tous les circuits neuronaux dans le cerveau, notre cerveau. C'est-à-dire tout ce qu'on pense, on se parle à lui-même. C'est vrai? C'est-à-dire, on réfléchit, on se remet par rapport au monde, on se comprend lui-même par rapport à notre langage intérieur. Donc, par les paroles, on a construit tous ces réseaux chimiques qui rentrent dans le cerveau. Alors, c'est très concret. Ça par rapport à la PNL. Puis, par rapport au mantra, en fait, je voulais dire quelque chose. En fait, j'ai fait un petit chapitre, j'ai lié aussi sur le livre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mère, la compagnie spirituelle d'Aurobindo. Aurobindo, vous avez entendu? Oui, oui, dans l'Inde. Alors, cette femme qui est d'origine juive, même s'il n'a jamais observé aucune religion, il a fait quand même une expérience très forte. Il a passé jusqu'à presque 40 ans de sa vie presque enfermé dans une chambre. Il est passé par toutes sortes de maladies les plus graves. Il est sorti de ces maladies sans aucune intervention médicale extérieure. Et comment est sorti de toutes ces maladies? Par un simple mantra. Il a fait pour 40 ans le yoga des cellules. C'est-à-dire, prononçant ce mantra à l'intérieur d'elle, c'était une petite prière. Et c'est pas important le texte, ce qu'elle disait. Chacun il a son mantra. Il a prononcé ce mantra toute sa vie. Il a reprogrammé ses cellules. Parce que c'est quoi un mantra? C'est un son. Qu'est-ce que c'est le son? C'est la vibration, c'est l'oscillation mécanique d'un corps en mouvement. Alors quand on parle, on produit des vibrations. Ces vibrations, ils ont influence sur la matière, aussi des cellules. Dans le séminaire, par exemple, je vais bien expliquer qu'est-ce qu'ils ont découvert aujourd'hui sur l'ADN. Par exemple, l'ADN aussi, de chaque cellule, comment communiquer la cellule avec les autres cellules à l'intérieur d'un organisme, aussi par le son. Parce qu'à l'ADN, c'est un fil qui bouge tout le temps, il crée des nœuds, et quand même, il y a cette composante. C'est-à-dire, l'ADN, c'est comme une bande magnétique où sont enregistrées toutes les expériences de nos ancêtres, quand même. Et de l'autre côté, on a la Torah, qui est ce héritage culturel. L'environnement, on dit, environnement. Mais l'environnement, par exemple, c'est aussi un environnement sonore. C'est-à-dire, chaque peuple a sa langue. Toute la culture, comment se communique la culture? Par le langage. Le langage, c'est des sons, c'est des fréquences. Alors voilà, pour le peuple juif, l'ambiance, l'environnement sonore, c'est la langue hébraïque, ça passe par la Torah. Et cette langue spéciale qui est la langue sacrée, la langue de la création, donc ce qu'on apprend maintenant, c'est que le monde a été créé par la parole, et cette parole, ce sont des lettres aussi, qui composent des lettres. Donc on va trouver logiquement dans la constitution du monde des références avec les lettres, et non notamment avec l'ADN. Alors, au niveau de la Kabbale, je connais un petit peu, j'ai quand même pas mal étudié là-dessus. Au niveau scientifique et surtout génétique, je connais beaucoup moins. C'est vrai que quand j'ai lu ce livre, j'étais stupéfait par les découvertes kabbalistiques, je dirais, de Raphaël. J'ai appris des choses nouvelles. On apprend toujours, hein, donc on peut parler de ces découvertes kabbalistiques, mais avant de parler de ces découvertes kabbalistiques, j'aimerais savoir au niveau du rapport avec la science, parce que c'est des questions qu'on me pose. Vous êtes une scientifique, Raphaël? Ma recherche de 15 années, ça c'est un fruit de 15 années d'études, c'était surtout kabbalistique. Quand j'étais dans ce chemin, de plus en plus, j'ai commencé à faire des études scientifiques parce que j'avais un manque à combler
je voyais qu'il y avait ces correspondances, donc j'avais besoin des instruments. Et j'étudiais beaucoup, je me suis tout le temps confrontée avec des scientifiques. Quand même, je n'ai pas fait tout ce travail tout seul, j'ai étudié, j'ai fait mes découvertes, mais je me suis toujours confrontée avec des scientifiques. D'ailleurs, dans le livre, il y a un chapitre écrit par le docteur Valeria Montes, il a écrit un petit chapitre, ici, vous allez voir. Et voilà. Titre ADN juif. Et lorsque je commence à lire le texte, on va trouver un rapport avec l'ADN, mais avec Adam, l'homme. Or, l'homme, quand je parle d'Adam Arishon, donc l'homme premier, l'homme universel, le prototype de l'humain, il n'est pas juif. Donc en quoi ce livre peut concerner les non-juifs si on ne parle que d'ADN juif? Alors, avant tout, je veux dire seulement quelque chose. Par rapport au titre, il est un peu provocatoire. Le titre est provocatoire, mais en fait c'est ADN juif. On n'a pas un ADN différent des autres êtres humains. L'ADN juif, comme je vous ai dit, c'est la Torah. Alors c'est un ADN collectif, spirituel du peuple d'Israël, qui fait partie de la culture, on peut dire. Mais il y a plus que ça. Alors, quel rapport aussi ce livre avec les non-juifs? Alors, le rapport c'est le langage. Ce qui fait la différence entre l'homme et toutes les autres créatures, c'est la parole, la capacité de parler. Ça fait la différence fondamentale. Même les scientifiques n'avaient pas expliqué ce mystère par rapport à l'étude qu'ils font en neurologie du cerveau, ce mystère du langage humain. En entendant Rachel, je pense à deux choses. D'abord, je pense à une autre science de psychothérapie, parce qu'on parle de mots et des mots, la PNL, programmation neurolinguistique. Et cette PNL, c'est quoi? Elle vient de me dire quoi? Que nous sommes programmés et que les mots, langage, programmation neurolinguistique, langage linguistique, s'inscrivent dans nos neurones. Et il peut y avoir des ancrages négatifs, comme justement ces mots, mais il y a aussi des ancrages positifs, comme la Madeleine de Proust, par exemple. Donc, on a une science ici qu'avec les mots, on peut se transformer, on peut aider, mais on peut aussi, comme on vient de l'entendre, on peut, entre guillemets, tuer. Alors, je pense à une autre science qui est plus une science spirituelle du Extrême-Orient, c'est les mantras. Est-ce qu'on pourrait avoir l'idée que la prière, par exemple, et on va parler d'une prière assez particulière tout à l'heure, serait une forme de mantra qui fait qu'en prononçant ces mots, avec une certaine intentionnalité, une certaine kavana, on dit ça en judaïsme, une certaine concentration, on pourrait transformer également des éléments de notre propre personne et ce que j'ai pu comprendre, peut-être jusqu'à des déformations de l'ADN. Est-ce que les mots peuvent arriver, puisque c'est inscrit dans l'ADN, est-ce que ces mantras, entre guillemets, puisque ces mots de la prière, peuvent aller jusqu'à justement transformer l'être et transformer l'ADN? Oui. Alors, je veux dire trois choses par rapport à ça. Alors, par rapport à la PNL, alors, aujourd'hui, les neurologues, ils ont bien montré que les paroles, c'est des signes électriques dans le cerveau. C'est des signes. Donc, c'est quelque chose de très concret. C'est pas... On parle des choses spirituelles, mais c'est très concret aussi. Et donc, par les paroles, le langage intérieur, on bâtit tous les circuits neuronaux dans le cerveau, notre cerveau. C'est-à-dire tout ce qu'on pense, on se parle à lui-même. C'est vrai? C'est-à-dire, on réfléchit, on se remet par rapport au monde, on se comprend lui-même par rapport à notre langage intérieur. Donc, par les paroles, on a construit tous ces réseaux chimiques qui rentrent dans le cerveau. Alors, c'est très concret. Ça par rapport à la PNL. Puis, par rapport au mantra, en fait, je voulais dire quelque chose. En fait, j'ai fait un petit chapitre, j'ai lié aussi sur le livre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mère, la compagnie spirituelle d'Aurobindo. Aurobindo, vous avez entendu? Oui, dans l'Inde. Alors, cette femme qui est d'origine juive, même s'il n'a jamais observé aucune religion, il a fait quand même une expérience très forte. Il a passé jusqu'à presque 40 ans de sa vie presque enfermé dans une chambre. Il est passé par toutes sortes de maladies les plus graves. Il est sorti de ces maladies
sans aucune intervention médicale extérieure. Et comment est sortie de ces maladies? Par un simple mantra. Elle a fait pour 40 ans le yoga des cellules. C'est-à-dire, prononçant ce mantra à l'intérieur d'elle, c'était une petite prière. Et c'est pas important le texte, ce qu'elle disait. Chacun élira son mantra. Il a prononcé ce mantra toute sa vie. Il a reprogrammé ses cellules. Parce que c'est quoi un mantra? C'est un son. Qu'est-ce que c'est le son? C'est la vibration, c'est l'oscillation mécanique d'un corps en mouvement. Alors quand on parle, on produit des vibrations. Ces vibrations, ils ont influence sur la matière, aussi des cellules. Dans le séminaire, par exemple, je vais bien expliquer qu'est-ce qu'ils ont découvert aujourd'hui sur l'ADN. Par exemple, l'ADN aussi, de chaque cellule, comment communiquer la cellule avec les autres cellules à l'intérieur d'un organisme, aussi par le son. Parce que l'ADN, c'est un fil qui bouge tout le temps, il crée des nœuds, et